Je m'appelle Alexis Basque, je suis trompettiste et je suis passionné de cuivre historique. Les origines de la trompette, ça remonte à très loin, là. C'est quand même un instrument millénaire, mais on pourrait pas parler de trompette, mais au départ, les gens, en fait, faisaient avec ce qu'ils trouvaient dans la nature. Ça pouvait être sur la plage, comme la conque, qui est un instrument, en fait, qu'on trouvait sur la plage. On s'est rendu compte qu'en coupant le bout, ça crée un trou, puis quand on fait vibrer nos lèvres, éventuellement, on s'est mis à développer des approches avec des cornes d'animaux. Ça sonne aussi assez fort. Donc, la trompette, avant d'être un instrument musical à proprement parler, c'est un instrument de signal. C'était pour faire des fonctions signalétiques. Donc, on la retrouve autant à l'armée qu'à la cour, aussi à l'église, dans les contextes liturgiques. C'est un instrument, quand on pense par exemple aux Hébreux, qui utilisaient le chauffeur justement pour sonner les offices religieux. La trompette devient musicale, en fait, elle l'a toujours été, mais c'est sûr que les moyens musicaux de la trompette sont devenus exponentiels avec la métallurgie. Où est-ce qu'on pouvait donner la forme qu'on voulait, on pouvait stabiliser un peu le pavillon, on pouvait faire plein de trucs, on pouvait la rendre plus portative aussi. Donc, la trompette est devenue vraiment musicale avec la métallurgie et les développements qui permettaient de faire plier les tuyaux. Le plus grand moment de gloire de la trompette dans l'histoire, ou le premier grand, à mon avis, au point de vue musical, c'est l'époque baroque. Il y a une tradition qui s'est installée à ce moment-là, incroyable, de maîtrise du jeu sur aigu, parce qu'un instrument est tellement limité que pour être capable de bien jouer, il faut se mettre à jouer très, très aigu pour que les notes se rapprochent pour avoir une gamme. Donc, c'est pas une petite entreprise là, de développer ce genre d'aptitude-là avec un instrument qui a à peu près aucune technologie. Pourquoi on rajoute des pistons à un instrument qui avait déjà une tradition incroyable de virtuosité dans le suraigu? C'est en fait ce que les gens savent peut-être moins, c'est qu'entre l'époque baroque où est-ce qu'il y avait un jeu suraigu très, très développé, puis l'apparition du piston, il y a un creux, peut-être un trou d'environ 70 ans où est-ce que les trompettistes sont plus autant subventionnés ou supportés par les différentes monarchies qui sont toutes en train de s'éteindre. Donc, les trompettistes, en fait, se mettent à peut-être moins développer ce jeu-là dans le suraigu, puis ça devient un instrument d'orchestre un petit peu plus standard. Mais là, éventuellement, quand on joue dans le bas de l'instrument, on est limité à quelques notes, puis c'est là que l'envie de créer des moyens s'est manifestée. Jusqu'à l'invention du piston, là, on parle d'environ 1815, là, les premiers brevets sérieux. Ben, en fait, on est chanceux parce qu'on a inventé plusieurs sortes de pistons au départ. Il y en a qui étaient un petit peu moins, qui donnaient des résultats un petit peu moins convaincants, mais aujourd'hui, généralement, il y a deux pistons qui sont encore en fonction partout dans le monde. Le piston rotatif, en Allemagne, est très, très utilisé pour toutes sortes d'instruments. Les trompettes rotatives, le corps utilise encore le système rotatif. Puis il y a des instruments plus obscurs comme le coulohorn ou le posthorn qui utilisent aussi le piston rotatif. C'est des instruments qui ont un son assez chaleureux, hein, naturellement. Ouais.
autre sorte, c'est le piston, on pourrait dire le piston français pour simplifier les choses, là, qui a été inventé par un monsieur qui s'appelait Périnet. Donc, c'est un piston qui est droit. Donc, au lieu de fonctionner comme le piston rotatif de gauche à droite, il fonctionne de bas en haut. Ça donne, on peut dire que ça donne un son un petit peu plus direct, un petit peu plus brillant. Dans les instruments qui sont utilisés, ou qui utilisent le piston Périnet, on trouve la trompette, qu'on voit beaucoup ici en Amérique du Nord. On peut parler aussi, du bugle, en fait, qui est un instrument super gros puis qui est très utilisé dans le jazz, ouais. C'est une bonne question de se demander si les trompettes, qu'on joue aujourd'hui, les trompettes baroques ou historiques, sont vraiment des répliques parfaites. Pour être franc, malheureusement, on est obligé de dire que non, parce qu'évidemment, il y a un contexte sociologique qui fait qu'à l'époque, on commençait à apprendre ça quand on était là, tout petit. On pratiquait très fort toute notre vie, on avait un entraînement sérieux avec des grands maîtres. Aujourd'hui, ces instruments-là nous intéressent souvent vers l'université, donc, puis avec la réalité de ce qu'on fait en musique, il y a des exigences au niveau de l'intonation puis de la sécurité des notes qu'on essaie de rendre. Donc, dans notre sac, en général, on a une trompette complètement naturelle, avec un peu de chance. Puis, on a aussi des bouts de tuyaux qui ont des petits trous pour nous aider là, à corriger certaines notes ou à rassurer un petit peu l'émission de la note. Le futur pour la trompette, en fait, c'est le futur aussi pour les trompettistes. C'est de commencer à prendre l'habitude de mieux se reconnecter avec la source, avec les origines de leur instrument. Je pense qu'en tout cas, dans mon cas, rapidement, quand j'ai commencé à étudier sérieusement, je me suis rendu compte qu'on s'intéressait beaucoup à toute la littérature de la trompette à piston. Puis ça prend un peu de temps avant de comprendre qu'il y avait de la trompette ou des instruments sans les pistons. La façon de jouer un instrument naturel apporte beaucoup de choses dans le jeu moderne. Je pense que le futur de la trompette puis des trompettistes, c'est de vraiment prendre contact avec ses racines puis passer un peu de temps avec les instruments naturels, en parallèle avec les instruments à piston même.